Bien, Éric, je te remercie. Mes chers camarades, mes chers amis, donc au nom des militants de la Ligue du Midi, au nom de notre président Richard Boulier, soyez les bienvenus à ces premières assises de l'enracinement. Merci d'être avec nous, merci de votre soutien, merci bien entendu à l'ensemble des conférenciers qui nous ont fait confiance, et merci au passage aux équipes de Lengadoc Info et de TV Liberté qui sont parmi nous aujourd'hui et qui font un remarquable travail de réinformation. Merci pour eux. Vous le savez, c'est souvent dans la rue que la Ligue du Midi mène la lutte, et aujourd'hui ce sera sur le terrain des idées. Aussi, me permettrez-vous de placer nos travaux sous les auspices de l'écrivain et combattant Dominique Vénère, à lui empruntant ces mots. Faire une œuvre de vie de ce qui était l'être morte, comprendre ce que l'on est, découvrir comment vivre et agir selon notre tradition, voilà notre tâche. Ce n'est pas seulement un préalable à l'action, la pensée est action. Quant à nous, militants de la Ligue du Midi, nous savons d'expérience qu'au commencement sont à la fois le verbe et l'action, qu'il nous faut parler, écrire et définir des idées claires pour enseigner et convaincre, et qu'il nous faut agir pour avancer. Car à l'instar de Jules Monroe, nous sommes convaincus qu'une heure vient où les réprouvés qui le sont de moins en moins n'apparaissent plus inquiétants, mais rassurants à la partie la plus homogène de la population. Ils semblent incarner à travers le malheur les valeurs de courage, de bravoure et de caractère, sans quoi il n'est pas de grand pays. C'est pourquoi ces premières assises de l'enracinement seront consacrées à définir les contours d'une politique de civilisation. Nous devons redéfinir ensemble et de manière contemporaine nos fondements civilisationnels, redéfinir notre rapport à la nature, redéfinir des types d'organisation sociale en puisant ce qui a fait ses preuves dans notre héritage. Fondamentalement conservateurs, nous sommes résolument préoccupés par l'avenir de nos enfants. C'est pourquoi nous devons remettre en ordre les idées capables de projeter un nouvel ordre social et politique pour que notre avenir demeure conforme à l'histoire et au formidable destin des peuples européens. Un ordre régénéré à la source de sa tradition. Un ordre vivifié, car connecté au cosmos, il y a un solide réseau de racines stables et nourricières. Car notre volonté, mes amis, c'est bien de réenchanter le monde. Bien sûr, la marche dépasse la seule Ligue du Midi. Nous en sommes encore au premier ruissellement. La grande rencontre que nous ouvrons aujourd'hui a vocation à s'inscrire dans la durée et permettre le grossissement et la convergence des flux. Quand je vois la diversité et la qualité de chacun des participants et des intervenants à ces assises, je ne doute plus de notre succès. Pour la philosophe Simone Veil, l'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. Selon elle, un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Participation naturelle, c'est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession ou l'entourage. Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines, ajoute-t-elle. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. Hélas, et nous ne le savons que trop, nous autres Français, notre pays est spirituellement déraciné depuis des siècles, par les effets conjugués du centralisme étatique et de la contre-réforme, par le traumatisme de sa révolution et la répétition de guerres civiles. L'être même de la nation est atteint dans son essence, perdant la plupart de ses immunités naturelles. Pourtant, et nous en sommes la preuve vivante, partout se manifestent des résistances à sa disparition, et nombreux sont nos compatriotes bien décidés à maintenir nos traditions. Car nous sommes dépositaires d'une très ancienne tradition qui nous est propre et qu'on voudrait nous voir oublier. Pourtant, la matière est là, dans nos contes et nos légendes, dans les poèmes homériques, ou la littérature épique et la philosophie antique. Voilà l'héritage sacré qui recèle nos valeurs propres
de ces valeurs qui transcendent la vie. On y retrouve l'originalité unique de notre être au monde, notre façon d'être des femmes et des hommes devant la vie, la mort, l'enfantement, la cité, l'amour, l'histoire ou le destin. La hiérarchie des valeurs qui en découlent est la nôtre depuis l'âge du bronze. Elle est le substrat nourricier dans lequel plongent les racines de notre civilisation. Elle est notre tradition. Pour autant, la tradition, ça n'est pas le passé, mais justement ce qui ne passe pas. Et la négation de la tradition, c'est le nihilisme. Et c'est le nihilisme qui est responsable du désenchantement du monde et de la disparition du sacré. C'est lui, le nihilisme, qui est responsable de la disparition du sens, qui hiérarchise les valeurs de vie en plaçant ce qui est supérieur au-dessus de ce qui est inférieur. L'état de chaos dans lequel nous vivons est la conséquence de ce bouleversement spirituel. Dans l'univers du nihilisme absolu, tout est soumis à l'utilitaire et au désir. Rationalité et efficacité sont érigées en valeurs suprêmes. Nos bordeurs, nos limites, MEDEF et Antifa sont à l'unisson. Les libéraux libertaires nous imposent un monde à leur image, un monde de l'avidité et de la jouissance sans entrave, un monde sans plus aucune limite territoriale, économique, sociétale, voire même morale. Et c'est le monde que l'on nous a fabriqué, le monde du matérialisme appliqué, la nature surexploitée et transformée en poubelle, l'amour travesti en consommation sexuelle, la politique en auxiliaire de l'économie et les peuples éclatés en une multitude d'individus atomisés. L'individualisme moderne prétendait faire de l'homme un être libre de toute attache, un égal parmi les égaux. Ah, on a vu. Une fois disparue la rassurante protection des anciennes communautés, des anciennes croyances, l'individu roi est finalement saisi par son propre vide et calme ses angoisses par la consommation compulsive d'un homo festivus. La sinistre expérience du nihilisme nous enseigne, à contrario, qu'être homme, c'est être de quelque part. C'est appartenir à une lignée, à une tradition. Être homme, c'est habiter un monde et s'y enraciner. Convaincu qu'une identité consciente de ses racines est la meilleure défense immunitaire pour résister au vent mauvais de la globalisation, un triple enracinement local, national et civilisationnel ne peut que renforcer notre système, à plus forte raison s'il est lui-même soutenu à sa base par de puissants liens familiaux, associatifs ou corporatifs. Avec les dégâts collatéraux liés à la mondialisation, les problématiques identitaires sont désormais au cœur des débats. Nomadisme ou enracinement, mondialisation ou localisme, gouvernance ou souveraineté, suppression ou nécessité de frontières, libre-échange ou protection, diversité ou identité. Le pays réel sait bien que le système actuel n'est plus réformable et que seul un bouleversement métapolitique de grande ampleur peut nous permettre de renouer avec l'histoire et notre destin. Pour ces Français, souvent les plus modestes, pour lesquels l'enracinement se place au-dessus de l'économie, la rupture est consommée. Des millions de nos compatriotes ont d'ores et déjà fait sécession, ne se reconnaissant plus dans la République jacobine. Et je n'en veux pour seule preuve que le taux d'abstention record lors des dernières législatives, où, vous le savez, un Français sur deux a refusé de cautionner le cirque parlementaire. Souvenez-vous, par-delà les considérations géographiques, Maurice Bardèche désignait, sous le nom de sudistes, tous ceux qui, à quelques moments, ont ressenti une contradiction profonde entre le mode de vie et de détermination qu'une idéologie prétendait leur imposer et leur tempérament, leur instinct, leur attachement à une certaine manière d'être qu'ils estimaient conforme à la nature des choses. Pour ces sudistes de la France périphérique, il est clair que l'immigration de masse qui ne pouvait que transformer fondamentalement notre cadre de vie et nos traditions nous a été imposée pour satisfaire les seuls intérêts privés de l'oligarchie yankee. Eux en tirent les bénéfices immédiats, tandis que les coûts d'intégration, la formation, l'éducation, la sécurité, ainsi que les coûts sociaux, tels que la santé, le logement et les aides et prestations diverses et variées, sont eux à notre charge. Aux yeux de la France des relégués, l'immigration ne passe plus pour une fatalité ou le produit de l'impéritie de nos dirigeants. Il est évident qu'il s'agit d'un plan concerté de remplacement, une délocalisation à domicile lorsque le travail, lui, n'est pas exportable.
L'abandon du modèle assimilationniste qui faisait des Français de souche les référents à imiter provoque les conséquences que l'on connaît. Érosion de l'estime de soi, de la sûreté morale, de la confiance collective et du sentiment de fierté nationale. Et c'est cette dépression identitaire qui est ressentie comme la première des souffrances partagées par la France d'en bas. Au nom de l'égalité, toute exigence d'assimilation des étrangers est désormais considérée comme moralement infondée et dénoncée par les bien-pensants comme une violence à l'encontre de cultures minoritaires. Notre respect scrupuleux, pour ne pas dire suicidaire, de la Convention européenne des droits de l'homme, nous interdit de mener une quelconque politique qui prétendrait imposer chez nous notre culture et nos modes de vie. Il nous faut donc permettre aux musulmans de construire leurs mosquées, admettre qu'ils aient à respecter leurs obligations religieuses, y compris dans la sphère publique, leur laisser voiler leurs femmes dans nos rues et nous organiser pour qu'ils puissent bénéficier de traitements spécifiques dans nos écoles, nos hôpitaux publics et nos entreprises. Pour permettre aux étrangers de conserver leurs racines, nous sommes de renoncer au nôtre, à un art de vivre, à une mémoire collective et à une histoire commune. Les incantations des médias du système n'y suffisent plus et les petits blancs ont conscience désormais que l'intégration des musulmans implique de fait l'islamisation du pays et par conséquent la désintégration de leur identité et la fin de certains modes de vie familiers. Et voilà justement ce que refusent 2 Français sur 3, être dépossédés de ce que nous sommes. Et cette révolte sourde et légitime, c'est à nous de la structurer pour la faire éclater au Grand Midi. Parce qu'en tant que peuple autochtone, nous avons des droits. Et ces droits sont garantis par les Nations Unies. Et nous invoquons donc le droit de vivre sur les terres de nos ancêtres selon notre tradition. Car nous refusons de nous retrouver un jour minoritaires dans un environnement qui fut autrefois familier et rassurant. Mes amis, que nous le voulions ou pas, nous assistons à la fin d'un cycle. La décomposition finale de la modernité, du système libéral et de l'organisation politique qui leur correspondait. Pour autant, on ne peut que constater la faillite totale des partis électoralistes dans la production d'idées politiques alternatives, englués qu'ils sont dans la pensée unique. Mes amis, ce vide idéologique nous offre une opportunité historique de nous emparer du champ des idées et de promouvoir les concepts qui permettront le renouveau. Car il est temps de réaffirmer que la prise du pouvoir peut réussir si nous utilisons de façon concertée le terrain des idées, le terrain des urnes et le terrain de la rue. Continuons d'affirmer avec Dominique Vénère que notre futur n'est pas encore écrit. Osons affirmer qu'il n'y a pas de fatalité à notre remplacement. Osons affirmer que seule la volonté des peuples leur forge un destin et que les seuls combats que l'on soit certain de ne pas remporter sont ceux que l'on ne livre pas. Affirmons-le haut et fort, la fatalité est un mensonge et notre destin nous appartient. Mes amis, que ce soit en Corse, en Catalogne, en Hongrie ou en Autriche, les peuples d'Europe s'organisent pour demeurer eux-mêmes et continuer de vivre sur leur terre selon leur identité propre. Eux ont décidé de demeurer fidèles à leurs ancêtres et d'assurer un avenir à leurs enfants. Dominique Vénère annonçait que notre monde ne sera pas sauvé par des savants aveugles ou des érudits blasés. Il sera sauvé par des poètes et des combattants, par ceux qui auront forgé l'épée magique dont parlait Ernst Jünger, l'épée spirituelle qui fait pâlir les monstres et les tyrannes. Mes chers camarades, mes chers amis, aujourd'hui, forgeons l'épée et demain, ils pâliront.